Très bien. Bah écoute, je pense que tout est bon. Donc merci Pierre, merci à CTN de nous recevoir, enfin de me recevoir encore aujourd'hui pour une nouvelle session de webinar. Alors avec un thème assez qui pourrait paraître assez trivial, mais je pense qu'il est toujours bon de revenir sur les fondamentaux, notamment quand ces technologies évoluent, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on va parler un peu de PoE, Power over Ethernet, et puis on dérivera donc son fonctionnement globalement, les évolutions de la norme dans le temps et ce qu'on verra arriver dans les mois et les années à venir, et puis ce qui risque de poser un certain nombre de questions au niveau des systèmes de câblage. Et puis on s'orientera en fin de présentation sur le bon choix des produits, euh, c'est-à-dire savoir assurer le bon switch et notamment le bon switch PE pour les alimentations, les projets que vous avez apportés dans un certain nombre de dossiers, voix sur IP, vidéo, euh, alarme, intrusion, contrôle d'accès, enfin peu importe, tout ce qui pourrait être alimenté en PE aujourd'hui, tout ce qui pourra être alimenté en PE demain. Alors, si je démarre simplement, on va faire un rappel très simple. PoE signifie Power over Ethernet, donc la capacité à envoyer une alimentation électrique au travers du câble RJ45 pour alimenter des périphériques distants. Téléphone, caméra sur IP, point d'accès Wi-Fi aujourd'hui essentiellement, tout en assurant la transmission des données sur ce même câble. On verra que plus tard, avec les évolutions des normes PoE, on ne garantira pas simplement l'alimentation de périphériques tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais on va vous parler de luminaires, de panneaux LED, de bâtiments intelligents sur lesquels on va être en mesure de procéder à des alimentations électriques de luminaires de manière beaucoup plus simple que de le faire au travers des alimentations électriques. L'objectif aussi de cette technologie est pas simplement d'alimenter électriquement à travers du RJ45 des périphériques, mais surtout de limiter finalement l'ensemble des coûts qui sont liés à l'installation, puisqu'il est d'une manière assez simple à comprendre, plus simple de déployer et d'installer ou tirer des câbles RJ45 que de faire recours à des électriciens que vous n'êtes pas forcément pour aller tirer des lignes électriques à des endroits où ça peut être relativement peu pratique d'accéder. Toutefois, et même si c'est très simple, il faut bien garder en tête qu'il ne suffit pas simplement de se dire de prendre un switch PoE au hasard dans une offre et puis de mettre un certain nombre de périphériques à distance, de les brancher pour s'assurer une alimentation électrique efficace. Mais petit 1, il faut d'abord s'assurer qu'on aura la bonne puissance électrique pour tous les périphériques. Et petit 2 surtout, s'assurer que les flux de données qu'on va faire transiter sur ces switches PoE permettront enfin, seront pris en charge correctement par les intelligences des matériels actifs. Puisque, a priori, ce qu'on va mettre à alimenter sur des périphériques PoE, des switches PoE, risque d'être des périphériques distants qui entraînent un certain nombre de problématiques réseau qui nécessitent de se poser la question non seulement de leur puissance d'alimentation, mais aussi des intelligences déployées au niveau des réseaux. Les avantages du PoE, vous le comprenez assez vite, c'est beaucoup plus économique. On va raccorder électriquement des périphériques à travers des câbles RJ45 qui sont plus simples à tirer, qui sont plus simples à mettre en œuvre, alors avec un certain nombre de contraintes, mais de toute façon plus simples à mettre en œuvre que des alimentations électriques, et vous n'avez pas nécessité de faire recours à un électricien pour aller ramener une ligne à un endroit où vous en auriez besoin. Là aussi, évidemment, puisque c'est plus économique, c'est parce que c'est plus simple. Donc, beaucoup plus simple de tirer encore une fois un câble RJ45 qu'une ligne électrique, et ça rend relativement pratique finalement des installations à des endroits où vous n'avez pas de ligne électrique de périphérique. Alors, notamment pour ramener des caméras et notamment pour des points d'accès Wi-Fi. C'est un peu moins vrai pour des téléphones où a priori vous êtes proche des bureaux et à des endroits où a priori vous avez des PC et donc des alimentations électriques. Et puis, on y pense trop peu, mais c'est un rappel qui fait toujours plaisir aux vendeurs d'onduleurs, mais c'est aussi une manière élégante et beaucoup plus efficace de sécuriser l'alimentation électrique des périphériques qui sont connectés sur le switch PoE. C'est-à-dire qu'il suffira finalement simplement d'avoir un onduleur dans la baie suffisamment dimensionné pour pouvoir pérenniser l'alimentation électrique du switch PoE, même en cas de coupure électrique, au moins pendant un certain temps. On va dire que par échelle d'importance, c'est peu important pour le Wi-Fi, ça devient intéressant pour la téléphonie en cas de coupure électrique de pouvoir continuer à éventuellement téléphoner ou appeler pour un dépannage. Et c'est encore plus important dès lors qu'on parle de vidéosurveillance,
puisque parmi les choses qu'ont habitude de faire des gens qui s'introduisent illégalement dans les bâtiments, c'est de couper les sorties télécom, mais aussi d'essayer de couper les alimentations électriques. Alors si vous avez sécurisé le switch pour qu'il soit suffisamment autonome pour garantir une alimentation électrique sur des caméras pendant 15, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus, quelqu'un qui penserait pouvoir entrer en étant plus soumis à la vidéosurveillance, puisqu'il a coupé l'alimentation électrique, sera bien surpris de savoir que les caméras fonctionnent toujours grâce au recours au PO. Donc pensez-y. Malheureusement, c'est trop souvent oublié, puisque on met le switch PE qui va bien pour alimenter. Ça permet aussi d'éviter d'acheter les alimentations électriques qui sont maintenant plus vendues avec les caméras et quasiment plus jamais vendues avec les téléphones. Il vaut mieux un switch PE que 20 alims électriques achetés à part. Pensez aussi à sécuriser les switches par des onduleurs. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais tout le monde ne le fait pas, et c'est particulièrement important, notamment pour les systèmes de vidéosurveillance. Il existe aujourd'hui, alors je dis 3 normes, mais on va dire 2 normes et demie, hein, puisque la dernière, le PE++ ou l'Ultra PE, est pas encore tout à fait déterminé de manière formelle. Il y a toujours une guerre entre les Chinois et les Américains pour savoir quelles seront les spécifications techniques définitives. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez assez peu de switch sortir sur le marché intégrant du PE++. Donc la première de ces normes, c'est le 802.3 AF, le PE traditionnel tel qu'on le connaît depuis plusieurs années maintenant, qui est capable de fournir une alimentation par port sur le commutateur de 15,4 watts, ce qui correspond à une alimentation électrique maximale au périphérique distant de 12,9 watts. Le 802.3, alors traditionnellement on dit 15 watts et 30 watts pour le AF ou le AT, donc la deuxième c'est le 802.3 AT, le PoE+, qui peut fournir une alimentation au niveau du commutateur, donc de celui qui va fournir la puissance électrique de 30 watts, ou de l'injecteur, puisque c'est pas simplement, ça peut être un injecteur isolé qui amène une alimentation électrique, et ça va se traduire par une consommation électrique possible au niveau du périphérique allant jusqu'à 25,5 watts. Ok. Ça commençait à ne plus suffire, alors notamment pour des caméras extérieures motorisées, thermostatées avec infrarouge. Les fabricants de ces caméras ont tendance ou avaient tendance, enfin, ont toujours tendance d'ailleurs à vous vendre des injecteurs spécifiques à part pour alimenter ces caméras avec un espèce de PE propriétaire. D'où l'introduction d'une nouvelle norme, non encore définie de manière définitive, mais qui s'appelle le 802.3 BT, qu'on va appeler le PE++, que d'autres appelleront l'Ultra PE aussi, qui va aujourd'hui, en l'état actuel, être capable de fournir jusqu'à 64 watts au niveau du périphérique, pour aller amener une alimentation électrique de 49 watts sur le périphérique distant. Cette norme va encore évoluer, notamment parce que ça ne suffit encore pas. Alors pas tellement pour les caméras, puisque là on commence à aller chercher des modèles même en extérieur motorisés thermostatés qui peuvent tenir le choc, en tout cas qui peuvent être alimentés de ce type-là. Certaines caméras vont consommer encore plus, notamment en montant en qualité d'image. Mais ça ne suffit pas pour les besoins de ce qui est la ville de demain, notamment les bâtiments intelligents, et notamment pour alimenter des luminaires, particulièrement des panneaux LED, où il serait plus intéressant, il est plus intéressant d'être capable de monter jusqu'à des puissances proches des 100 watts. Alors ce que vous voyez dans le tableau sur la droite, ici, où vous avez 96 watts qui était attendu pour la fin de l'année 2017. Alors réellement, on n'en est pas encore tout à fait là, notamment parce que il y a une guerre de normalisation au sein de l'I3E, et tant qu'elle n'est pas complètement définitive, vous verrez peu de produits sortir sur le marché, ou alors ces produits seront potentiellement non compatibles avec des périphériques distants dans 100% des cas en tout cas. Et vous voyez aussi que ça pose un autre problème, c'est que on va commencer à parler de faire transiter 1 ampère dans le câble. On
va le voir après, il y a un truc qui s'appelle l'effet Joule, qui est la dissipation de chaleur au niveau des câbles. Plus vous allez avoir une puissance et une alimentation électrique importante dans le câble, et plus vous aurez une dissipation de chaleur importante, ce qui va poser et ce qui pose déjà des soucis au niveau du choix du câblage, et puis au niveau de la prise en compte justement de cette dissipation de chaleur et de cette puissance électrique qu'on transite dans les câbles. Donc aujourd'hui 15 watts, 30 watts, et grosso modo, si on devait l'arrondir comme on le faisait avant, 60 watts en AF, AT et BT respectivement. Le fonctionnement de tout ça, traditionnellement, que ce soit du PoE ou du PoE+, on a la possibilité d'utiliser soit des paires disponibles dans le câble. Donc, par exemple, sur le premier schéma, les paires 4 et 5 et 7 et 8 qui sont non utilisées par la data et qui permettent de faire transiter, alors, quel que soit le sens, mais la liaison positive et la liaison négative, hein, pour transiter le courant, c'est ce qu'on voit sur le premier petit schéma. Et la deuxième possibilité, qui est aussi possible, c'est d'utiliser les paires de données pour transiter à la fois la data et la puissance électrique. On voit que le schéma de câblage au niveau du noyau du connecteur n'est pas le même. Donc on va utiliser cette fois les paires 3, 6 et 1, 2 qui sont utilisées pour la data, aussi pour faire transiter la puissance électrique. Tout ça marchait bien tant qu'on était en PoE, PoE+. Le PoE++ ou l'Ultra PoE, dans sa norme et son évolution 802.3 BT, va nécessairement avoir besoin d'utiliser les 4 paires du câble Ethernet, c'est-à-dire utilisé ou non par la data, on a nécessité d'utiliser les 4 paires du câble Ethernet. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui, on n'est encore pas en mesure de faire du 10 gigabits PoE. Ça viendra, c'est-à-dire qu'on doit utiliser toutes les paires pour transiter de la donnée en 10 gigas, mais on doit aussi utiliser toutes les paires pour faire transiter de la puissance électrique sur un câble qui fait transiter de la data en 10 gigas. Donc pour le moment, on ne sait pas encore faire du 10 gigas avec du PoE intégré. Ça viendra parce que l'évolution naturelle des points d'accès Wi-Fi notamment fera que on aura besoin de ports 10 gigas et d'alimentation PoE sur ces ports 10 gigas. Mais enfin aujourd'hui, on sait faire du 100, on sait faire du giga en PoE, en PoE+, et en PoE++, avec cette petite particularité de cette norme 802.3 BT qui est qu'on doit utiliser toutes les paires de câbles disponibles, transitant ou non de la data. Si je fais cette parenthèse aussi, c'est que la qualité des câblages, la qualité des connecteurs est fondamentale, puisque si vous avez des paires défectueuses, l'alimentation électrique ne fonctionnera pas. Ce qui pouvait ne pas être le cas par ailleurs en AT ou en AF, si vous aviez des paires défectueuses, à la limite ça fonctionnait quand même. Vous pouvez avoir des petits dysfonctionnements de data, mais enfin globalement on arrive à alimenter. Ici ce sera pas possible, c'est-à-dire que le câble doit être parfait. Le recours au PoE, même si c'est très simple, même si ça évite de tirer des alimentations électriques, même si c'est quand même relativement plus souple pour tout le monde de tirer un câble RJ45 que de tirer une ligne électrique, ça impose quand même un certain nombre de contraintes qu'il faut garder à l'esprit au niveau du câblage, et notamment un phénomène physique auquel on pense peu, mais c'est la dissipation de chaleur, ça s'appelle l'effet Joule. C'est-à-dire que quand un courant traverse un conducteur, ce qui est ma paire de cuivre, hein, c'est un conducteur, euh, une chaleur va être émise, alors proportionnellement à la puissance et à la résistance qui sera mise en œuvre dans le câble, et à la puissance qu'on va faire transiter justement dans ce conducteur, et qui va faire élever la température de mon câble et qui va dissiper de la chaleur, une puissance, hein, émise en puissance, une énergie, pardon, qui est traduite en puissance dissipée. Et plus évidemment je vais monter en puissance, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, hein, 1 ampère dans le câble au lieu de moitié moins ou un tiers moins comme on le faisait avant, ça a effectivement des impératifs au niveau des systèmes de câblage et notamment du choix du câble. C'est pour ça d'ailleurs que quand on s'est mis à faire du PoE sur du giga, on vous a dit attention, si vous voulez que ça marche, il faut le faire au moins sur des câbles de catégorie 5E. C'était pas simplement pour faire plaisir aux fabricants de câbles et pour vous emmerder vous, c'était simplement parce que cet effet Joule amenait des contraintes au niveau du câble qui fait que si vous vouliez pas que vos câbles fondent, il fallait nécessairement utiliser des câbles relativement blindés et récents à l'époque pour pouvoir garantir que ça fonctionne.
Quand je dis que des câbles peuvent fondre, c'est pas un vain mot. J'ai vu enfin, je vois régulièrement, même si c'est pas mon métier, le métier d'E-Link, mais des fabricants de câbles dans le câble de salon, qui nous disent que des mauvais choix de câblage, et notamment demain pour faire véhiculer du 802.3 BT dans sa dernière définition, 96 watts, 1 ampère, un mauvais choix de câblage peut conduire au fait que la paire de cuivre fonde. Et c'est pour eux du vécu. C'est pour eux du vécu. Alors, vous imaginez bien que si vous avez un torrent de 200 câbles collés les uns aux autres, mal isolés ou qui dissipent trop de chaleur ou mal la chaleur, qui viennent à fondre ou à se tenir chaud entre eux, ça peut poser quand même des dégâts importants au niveau des bâtiments. Donc attention, gardez ça en tête. Alors, 15-30 watts, globalement, ça se passe pas trop mal. On sait que quand on utilise des câbles de catégorie 5E ou 6, on sera relativement peu embêté, mais on va amener des contraintes dans le câble avec l'évolution de la norme 802.3 BT qui seront non négligeables dans le bon choix. Alors, je suis pas un spécialiste du câble, mais je vous ai fait un petit tableau quand même, rappel descriptif des différents types de câbles et du blindage associé à chacun de ces câbles. Donc vous avez des câbles de catégorie 5, 6, 7, 8 demain d'ailleurs, qui vont être affublés d'un petit nom UTP, STP, FTP, SSTP, SFTP, et chacun va correspondre, enfin chacun de ces acronymes, mais je suis sûr que ACTN vous l'expliquera encore mieux que moi, va amener un blindage plus ou moins important au niveau du câble. Hein, est-ce qu'on va blinder uniquement les paires de cuivre? Est-ce qu'on va blinder également autour du câble avec un feuillard? Ou est-ce qu'on va faire les deux en même temps? C'est-à-dire qu'on va avoir une tresse autour du câble, lui-même blindé par un feuillard avec chacune des paires qui est elle-même blindée. Alors évidemment, plus on va monter en catégorie de câblage et plus on va rapporter du blindage au niveau du câble, moins il sera souple. Hein, vous l'avez peut-être déjà vu si vous utilisez des câbles de catégorie 6E, que vous essayez de mettre dans des caméras de très petite taille, des mini-DOM dans lesquels vous essayez de faire rentrer ce câble, quand il faut le plier à 90 degrés, ça devient un peu compliqué parce que le câble est de plus en plus épais. Il est de plus en plus épais parce que c'est nécessaire pour faire, pour respecter le fait qu'on va faire transiter sur ces paires de câbles, ces paires de cuivre, de plus en plus de puissance. Et puis même si traditionnellement on a tendance à vous dire que on sait faire du 100 ou du giga même en PE sur 100 mètres, c'est pas toujours vrai. Donc je vais vous donner en fonction du type de câble, catégorie 5E, catégorie 6A ou catégorie 7 par exemple, des distances que vous devriez garder en tête entre le PSE, c'est-à-dire le Power Supply Equipment, typiquement le switch, et le PD, le Powered Device, donc le périphérique alimenté. Si vous voulez qu'il soit correctement alimenté et que vous utilisez du câble catégorie 5E, essayez de ne pas dépasser les 60 mètres et pas les 100 mètres. Ne pas dépasser les 60 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la perte dans le câble. C'est inhérent à la technologie du système de câblage. Si vous avez du catégorie 6A, vous savez ce câble qu'on vous conseille d'utiliser aussi pour des liaisons 10 gigabits sur du cuivre, ne dépassez pas les 90 mètres, c'est déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que là aussi, malgré son blindage, malgré sa constitution, malgré le fait que quand vous le voyez physiquement d'ailleurs, il est beaucoup plus rigide qu'un câble de catégorie 5E, vous avez de toute façon encore un minimum de perte au niveau du système, et notamment si vous avez besoin d'une puissance forte à l'arrivée et que vous avez perdu quelques watts dans le câble, vous n'arriverez pas à alimenter le périphérique si vous allez trop loin. Et sur du catégorie 7, que vous soyez en AF, AT ou BT, globalement, une centaine de mètres, ça posera pas de souci. Donc le type de câble que vous choisissez de déployer chez le client ou qui existe chez le client, le type de blindage de ce câble, catégorie 5, catégorie 6 ou catégorie 7, va avoir des incidences sur la déperdition de chaleur, donc la perte de, enfin comment dire ça, la déperdition d'énergie dans le câblage lui-même, qui va entraîner le fait que on ne pourra pas atteindre des distances importantes. 90 mètres par exemple, est un câble de catégorie 5E, si au bout vous avez un périphérique qui est en bordure de fonctionnement de 802.3 F. C'est-à-dire typiquement une bande Wi-Fi qui vous demanderait pour fonctionner en moyenne entre 11 et 12 watts. Si vous partez avec un câble de catégorie 5E, un switch 802.3 F qui sort 15 watts sur le port, donc 12,9 maximum à l'arrivée, et que vous avez 90 mètres, il n'y a personne qui va vous garantir que ça va bien fonctionner.
Maintenant, quand on a dit ça, alors il y a quand même quelques contraintes, mais enfin globalement, ça reste beaucoup plus simple et économique de le faire en PoE sur du câble RJ45 que de le faire avec une ligne électrique. Et quoi qu'il arrive, c'est quand même plus simple de tirer un câble de catégorie 7 que de tirer une ligne électrique complète. Il faut quand même aussi prendre en considération que quand on choisit un switch PoE, au-delà de ses contraintes physiques, il faut aussi le faire en fonction d'un certain nombre de critères. Et d'abord, et je suis désolé si j'enfonce une porte ouverte, mais il faut faire attention à la consommation électrique de chacun des appareils. Ça paraît bête de le dire, mais quand vous prenez un switch PoE, on va toujours vous dire, attention, il a un budget, un budget PoE. Ce budget PoE est une somme totale d'alimentation disponible dans le switch. C'est-à-dire que 24 ports d'un switch peuvent être PoE ou PoE+, donc capable de desservir sur chacun des ports 15 ou 30 watts, mais dans la limite de 193 watts au total, par exemple, ou 370 watts au total, par exemple. Donc soyez vigilants à ça, parce que le périphérique que vous allez mettre en terminaison est plus ou moins consommateur. C'est toujours affiché dans les datasheets des constructeurs. Si vous prenez la datasheet d'une caméra D-Link ou si vous prenez la datasheet d'une borne Wi-Fi D-Link, vous avez toujours une consommation maximale annoncée, qui peut être 5 watts, qui peut être 10 watts, qui peut être 16,4 watts, par exemple, et vous devez prendre en compte cette consommation maximale annoncée pour calculer la puissance dont vous allez avoir besoin en amont au niveau du matériel. Alors, quand c'est un téléphone, c'est peu important, puisque dans l'ensemble, ça consomme quelques watts, c'est un périphérique d'une classe peu consommatrice d'alimentation électrique, donc qui, au moment de solliciter l'alimentation au niveau du switch PoE, finalement n'en tirera que 2, 3, 4, 5 watts, c'est très peu. Quand c'est une caméra intérieure, en général, là c'est pareil, ça consomme peu, mais si cette caméra intègre des LED infrarouges, elle peut consommer beaucoup plus la nuit que le jour. Et si en plus elle est extérieure, elle peut consommer beaucoup plus la nuit que le jour. Et si en plus elle est motorisée, elle peut consommer beaucoup plus la nuit que le jour en motorisée avec des LED infrarouges qui, si en plus sont intelligentes, c'est-à-dire adaptent leur puissance d'émission en fonction de la scène qui est à filmer, va poser des contraintes au niveau du PoE. Donc une caméra qui peut fonctionner en 4 watts la journée va peut-être vous en demander 8 ou 9 la nuit. Donc soyez vigilants à ça. Surtout, toutes les caméras aujourd'hui intègrent des LED PoE. Et puis une borne Wi-Fi, c'est pareil. Plus on monte dans les normes, euh, B, G, N, AC, AC Wave 2, demain 802.11ax, plus on a des composants qui vont consommer plus d'électricité. Euh, à peu près toutes les bornes en AC aujourd'hui fonctionnent en 802.3 AF, à quelques exceptions près, sauf si elles sont extérieures. Toutes les bornes que vous allez voir arriver en AC Wave 2 demain seront toutes à plus de 15 watts. Donc on va parler en nécessité d'avoir du PoE+, pour garantir son fonctionnement, même si sa consommation maximale, en tout cas de la borne, sera peut-être que de 16 ou 17 watts. Donc vous pourriez avoir l'impression qu'elle va fonctionner globalement avec du AF parce que peu ou prou, quand le réseau Wi-Fi est pas sollicité, ça fonctionne bien. Par contre, dès qu'il sera chargé, c'est-à-dire que plus vous allez avoir d'émissions radio, plus vous allez avoir de clients connectés, plus la borne va se rapprocher de sa consommation maximale de la datasheet. Et là, elle pourrait s'éteindre. C'est-à-dire que si vous l'alimentez en AF, puis globalement ça marche bien, le jour où vous avez une sursollicitation du réseau Wi-Fi, comme dans la datasheet c'est annoncé qu'elle peut consommer jusqu'à 16,4 watts ou jusqu'à 17 watts, ça peut simplement couper le réseau Wi-Fi. Donc soyez de plus en plus vigilants aussi sur les bornes Wi-Fi qui sont de dernière génération parce qu'elles sont potentiellement en bordure de 802.3F, donc elles peuvent être consommées 11, 12, 13 watts, voire même pour les points d'accès Wi-Fi AC Wave 2, aller toucher des puissances d'émission nécessaires ou des puissances d'alimentation électrique nécessaires légèrement supérieures à la F, donc qui nécessitera non seulement d'avoir une puissance électrique importante au niveau du switch, mais en plus d'avoir une puissance, enfin en plus d'avoir cette puissance électrique importante, d'être capable d'être compatible AF et AT. Alors c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à peu près tous les périphériques qui font du PoE, enfin les switches qui font du PoE sont AF et AT, mais c'est pas forcément le cas de produits d'entrée de gamme. Quand vous avez calculé cette consommation électrique, c'est, enfin,
maximal nécessaire au niveau des périphériques, ça s'appelle le budget PoE. Vous allez pouvoir choisir le switch qui va bien et accessoirement l'onduleur. Dépassez toujours, hein, c'est-à-dire que si vous calculez que vous avez besoin de 170 watts, ben c'est peut-être mieux d'avoir un switch qui va vous fournir un budget de PoE de 193 watts. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surconsommation à un instant T. Notamment, cette surconsommation peut arriver, c'est un pic de démarrage, quand vous avez une coupure électrique ou un redémarrage du switch un peu brutal. Tous les périphériques qui seront en bordure vont tous solliciter pour redémarrer une tension d'écrêtage qui sera supérieure à ce dont ils ont besoin pour fonctionner réellement, et ça peut poser problème au niveau du démarrage du matériel, du switch, et donc du redémarrage des périphériques PoE quand ils redémarrent tous en simultané. Donc prenez toujours une marge, comme quand vous avez besoin de 16 ports, bah, réellement vous mettez un switch 24 ports parce qu'on ne sait jamais, hein, s'il faut connecter une imprimante, s'il faut rajouter une caméra, s'il faut rajouter un téléphone, et que vous avez mis un 16 ports parce que vous avez besoin de 16, bah non, vous avez besoin de 16, donc vous mettez un 24, simplement pour garantir la pérennité dans le temps. Bah, c'est pareil en PoE, si vous avez besoin de 150 watts, bah, prenez un périphérique qui en fait 190, parce que au moins, si vous devez rajouter un périphérique ou si vous avez une surconsommation à un instant T, vous êtes évolutif dans le temps. Et ensuite, il restera à déterminer, une fois qu'on a calculé cette puissance, bah, les intelligences que vous allez avoir à mettre en œuvre au niveau du matériel actif. Et je vous le dis tout de suite, vous oubliez 9 fois sur 10 les switches non manageables. Alors, c'est pour ceux qui nous écoutent ou qui m'écoutent régulièrement, je le dis très souvent, si on utilise du PoE sur des réseaux existants, c'est pas juste pour remplacer une multiprise électrique, c'est aussi parce que vous avez des périphériques qui imposent des contraintes. Enfin, c'est surtout parce que vous avez des périphériques qui imposent des contraintes au niveau du réseau. Quand vous rajoutez des téléphones sur un réseau existant et que vous parlez de communication unifiée, nécessairement vous avez un switch qui va devoir gérer les intelligences des téléphones, d'autant plus quand ces téléphones intègrent même un switch derrière lequel il y a un PC. Euh, Si vous intégrez des caméras sur un réseau existant et que vous rajoutez des switches PE pour alimenter électriquement ces caméras, nécessairement ça a un impact sur le réseau data. Si vous rajoutez des points d'accès Wi-Fi supplémentaires pour traiter de la donnée, mais peut-être aussi pour traiter de la voix sur Wi-Fi, nécessairement ça a un impact sur le réseau existant. Donc en termes d'intelligence, remplacer un switch existant par un switch PoE en se disant non manageable, en se disant que ça va bien se passer parce que c'est une multiprise électrique, c'est une erreur parce que vous êtes à peu près sûr que 9 fois sur 10, le périphérique que vous allez connecter sur ce switch PoE va avoir une incidence sur les intelligences et la gestion des intelligences du réseau. Encore une fois, considérez toujours, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les obligations de séparation des réseaux privés et publics liées notamment à la RGPD, soyez bien conscient qu'il vous faut des switches qui intègrent un minimum d'intelligence pour pouvoir traiter les intelligences, enfin, pour pouvoir traiter les flux inhérents à ces périphériques connectés en PoE et pour pouvoir garantir une bonne séparation réseau privé, réseau public. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez des switches à 500 euros là où vous en mettiez à 50, mais ça veut dire qu'il faut peut-être s'orienter au moins sur des premiers niveaux de produits manageables dans les smart switches, et c'est pour ça qu'ils existent, qui vont intégrer un certain nombre d'intelligences nécessaires et suffisantes pour faire fonctionner vos périphériques et votre réseau de manière efficace. Un petit slide rapide pour vous expliquer ce que je viens de vous dire sur le calcul de la puissance PoE. J'ai besoin de 132 watts, un DGS 1210 28P avec les différents périphériques que je vais connecter ici est nécessaire. J'ai besoin de mixer du F et du AT. Je fais mon calcul de puissance, tout va bien. Et puis, enfin, astreignez-vous à le faire. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être attentif à la consommation de chacun des périphériques. Vous voyez qu'une 8710 AP, qui est une borne Wi-Fi AC extérieure, sa consommation maximale, c'est 16,5 watts. Il est probable, qu'elle démarre même en AF. C'est probablement certain même, ça va fonctionner. Par contre, l'hiver, quand il va falloir la réchauffer et que vous aurez plus d'utilisateurs peut-être même qui seront connectés dessus, mais surtout quand le thermostat va se mettre en route, je vous garantis que le 15 watts, ça suffira plus. Donc il est nécessaire de l'alimenter en AT, même si on a l'impression qu'elle va démarrer. Et elle va démarrer. On a eu le même problème avec une borne Wi-Fi intérieure AC de dernière génération
qui est arrivée il y a quelques années, qui était la DWL 6610 AP. Dans sa première version, elle consommait un tout petit peu plus que 15 watts au maximum. Donc elle démarrait très bien en F, mais si par malheur vous aviez une surcharge du réseau Wi-Fi et qu'elle tirait un tout petit peu plus que les 15 watts du AF, 16 watts, 16,5, bah, elle s'arrêtait et elle se coupait. Donc on a fait évoluer les composants pour que ça n'arrive plus, mais en l'occurrence, il y avait nécessairement besoin d'avoir du AT et pas simplement du AF. Et plus on va évoluer dans les normes Wi-Fi, et plus ce sera vrai. Et plus ce sera vrai. Et ce qui n'était pas vrai sur du Wi-Fi il y a quelques années avec des bandes qui consommaient très peu, est de plus en plus important à prendre en considération, un peu comme les caméras. La seule exception, je dirais, sont les téléphones, parce que globalement, ça consomme très peu. Ils sont plutôt des produits de classe 1 ou de classe 2, si vraiment vous avez un standard téléphonique, mais qui consomme très peu d'alimentation électrique. Je vous classifie, alors c'est un truc un peu traditionnel si vous suivez régulièrement nos webinaires qu'on peut faire avec la CTN ou en nom propre pour nous des links, on vous les classifie en fonction de leur vitesse, donc en 100 mégas, PoE, PoE+, c'est assez facile, un non manageable, Smart Switch, Switch de niveau 2 ou de niveau 3, et même le 3200-28P a été amené à disparaître, très rapidement d'ailleurs. C'est un peu plus impressionnant quand on parle de gigabits, puisque bon, globalement, il est bien conscience que quand on vend un switch en 10 sur le marché aujourd'hui, on vend 10 switches en gigabits. Hein. Et j'exagère pas le ratio, c'est à peu près ça. Le switch type qui est vendu aujourd'hui en France, c'est un switch gigabit 24 ports smart, donc qui intègre un certain nombre d'intelligence et PoE. La première vente sur le réseau, le B2B, hein, le professionnel aujourd'hui pour D-Link, mais ça se vérifie à peu près chez tout le monde. Pour nous, c'est le DGS 1210 28P. Donc c'est un switch 24 ports PoE, plutôt intelligent, milieu de gamme, gigabit qui va bien et qui permet d'alimenter globalement en PoE ou en PoE+, à peu près tous les périphériques. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le budget PoE, vous le voyez ici retranscrit sur chacun des produits, c'est-à-dire qu'un DGS 1210 28P par exemple va vous desservir 15 ou 30 watts sur tous ses ports, mais dans la limite de 193 watts, alors que sa même version, strictement le même produit, mais en MP, More PoE, Mega PoE, Max PoE, vous le retenez comme vous voulez, mais ça veut simplement dire qu'il y a plus de puissance, va pouvoir vous sortir, lui, jusqu'à 370 watts. Alors, physiquement, il est du coup un tout petit peu plus profond, hein, puisqu'on a une alimentation plus forte, mais logiciellement, c'est le même produit. Hein. C'est la même chose. Ce qui va changer, c'est le budget PoE qu'il est capable de faire évoluer et de sortir. Alors, la difficulté, finalement, c'est que, je vous dis, abandonnez les switches non manageables, même si on en vend encore beaucoup, plutôt pour vous orienter sur des gammes de smart, 11, 12 ou 15. La difficulté, c'est finalement, une fois que j'ai déterminé ma puissance PoE, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire transiter sur mon réseau, et puis surtout, accessoirement, qu'est-ce que je vais y mettre, hein, comme intelligence, de quelles intelligences je vais avoir besoin, donc quel type de smart switch je vais utiliser, puisque c'est certainement dans cette gamme de produits qu'on a l'offre la plus large, PoE ou non PoE d'ailleurs, et qui nécessite de se poser les bonnes questions en amont. Alors, si vous suivez encore une fois nos webinaires régulièrement, c'est quelque chose que je répète régulièrement, parce que la répétition, comme le disent les communicants, la répétition fixe la notion. Euh, Vous avez trois catégories de produits essentiellement gigabit, qui sont les DGS 1100, les DGS 1210 et les DGS 1510 dans les Smart Switch. Les DGS 1100, je vais vous les qualifier de switch mono-usage, c'est-à-dire que je ne fais transiter que de la vidéosurveillance ou je ne ferai transiter que de la téléphonie sur IP ou que de la data, par exemple. L'objectif étant d'assurer un passage en douceur des non manageables vers des premiers niveaux de management, pour pouvoir intégrer du VLAN, accessoirement, sécuriser des réseaux privés et des réseaux publics. Vous alimentez des points d'accès Wi-Fi. Dans ces points d'accès Wi-Fi, vous avez deux SSID différents, un SSID interne et un SSID guest pour les fournisseurs qui viennent vous rencontrer, par exemple, et qui se connecteraient sur votre Wi-Fi. RGPD inside, il va falloir faire deux SSID différents, c'est une chose, mais surtout accessoirement, si vous êtes sur le même VLAN, vous avez deux SSID, ça changera rien. Donc vous avez nécessité d'avoir un minimum d'intelligence au niveau des matériels actifs pour faire transiter le
SSID guest sur un VLAN qui n'aurait accès qu'à Internet, par exemple, et qui ne pourrait pas avoir accès au reste du réseau. Donc, la nécessité de transiter vers un DGS 1100 se fait de toute façon naturellement par la législation qui évolue, même si vous n'y faites transiter que de la data, même si vous n'y faites transiter que de la voix, même si vous n'y faites transiter que de la vidéosurveillance. En vidéosurveillance, ça permet notamment d'avoir des remontées d'informations au niveau des ports pour se dire est-ce que c'est le PoE qui dysfonctionne, est-ce que c'est le switch qui dysfonctionne, est-ce que c'est le port du switch qui dysfonctionne, est-ce que c'est la caméra qui dysfonctionne, ou est-ce que, parce qu'on l'intègre à partir des DGS 1100, est-ce que c'est le câble qui dysfonctionne, c'est-à-dire être capable d'en déterminer a priori à peu près la longueur de câble par des outils de diagnostic intégrés dans le switch, ou de savoir si on a de la déperdition très forte au niveau du système de câblage, ce qu'un non manageable ne pourra pas vous dire. La série des DGS 1210, vous l'avez compris, double usage. Vous avez une gamme qui est un peu plus complète au niveau des 1100, notamment si vous êtes en recherche de port SFP pour faire de la liaison fibre optique. Et voyez ça comme un PC ou comme un serveur ou comme n'importe quel composant électronique. Une CPU plus importante, une mémoire plus importante, fait qu'on est en mesure d'avoir des intelligences développées qui sont plus fortes et donc de gérer potentiellement plus de paquets les uns avec les autres, notamment d'intégrer de la data et de la voix en simultané, ou de la data et de la vidéo en simultané, ou de la voix et de la vidéo en simultané, et pour que ça fonctionne très bien. Là aussi, on crée du VLAN, on va filtrer avec une qualité de service plus élevée. On a le switch type de la PME aujourd'hui, qui est data voix. Et pour ceux qui font de l'installation vidéo, très généralement, on met encore un switch à part pour la vidéo avec un réseau qui est dédié à la vidéo. Ça n'aura qu'un temps, parce que c'est ce qu'on faisait aussi pour la voix il y a quelques années. Inévitablement à terme, les flux vidéo ou les flux de la sécurité, contrôle d'accès, alarme, intrusion, finiront inévitablement par revenir sur le même réseau physique, ne serait-ce que pour des contraintes de maintenance, que les réseaux data ou les réseaux voix. Ça veut dire que à terme, les prix des produits baisseront aussi, mais à terme, celui qui est aujourd'hui plutôt un DGS 1210 comme le switch type de ce qui est vendu pour gérer de la data et de la voix, et un DGS 1100 qui est plutôt le switch type de ce qui est vendu pour faire de la vidéosurveillance, il est très probable qu'on soit plutôt sur des carcasses qui ressemblent à des DGS 1510 demain, même si c'est plutôt un cœur de réseau de PME aujourd'hui, pour gérer toutes ou tous les flux sur un seul et même périphérique, avec un seul et même paramétrage et un seul et même système de câblage, quel que soit le flux que je vais faire transiter sur ce réseau. Alors, ça peut paraître plus cher de passer sur des 15-10 aujourd'hui. Concrètement, si vous devez faire deux systèmes de câblage différents qui ne communiquent pas les uns avec les autres et intégrer deux switches pour avoir d'un côté ce qui gère la data et la voix et de l'autre côté ce qui va gérer la vidéosurveillance, ça coûte aussi un peu d'argent puisque c'est deux onduleurs. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est du PoE, donc on sécurise par de l'onduleur. Ces deux switches sont potentiellement de maintenance, de garantie, puisqu'on peut adjoindre des systèmes de support qui vont vous permettre, avec des link assist, d'avoir des échanges anticipés sur les produits rapides, en J+1 ou en H+4, en jour ouvré ou en 24/7. Donc finalement, peut commencer, alors pas encore maintenant, mais dans quelques années, à se poser la question de savoir s'il n'est pas économiquement plus intéressant d'aller sur un 15-10 qui va tout accepter et tout gérer de manière très forte, plutôt que de rester sur un 12-10 d'un côté et un 1100 de l'autre. Tout ça pour séparer les réseaux, simplement parce que les gens qui intègrent de la vidéo aujourd'hui sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui intègrent la voix et la data dans les réseaux des entreprises aujourd'hui. Mais c'était pareil pour la voix. C'était pareil pour la voix il y a 5 ou 10 ans. Les opérateurs qui faisaient de la voix et les installateurs informatiques qui faisaient que de la data avaient chacun un réseau différent jusqu'au jour où il y a des responsables informatiques qui ont dit mais attendez, vous m'emmerdez, c'est de l'IP, j'entretiens deux systèmes de câblage, j'entretiens deux maintenance, j'entretiens deux produits. C'est la même logique qui a poussé les responsables informatiques à s'orienter vers des systèmes de virtualisation de serveurs pour n'avoir qu'un seul et même serveur physique à entretenir, à maintenir avec des systèmes virtuels intégrés. Ben, c'est pareil pour les VLAN et c'est pareil pour les 1210. On a tout migré sur du 1210, voix et data, et accessoirement, ça a permis la convergence de ces deux mondes pour faire ce dont tout le monde vous parle aujourd'hui, communication unifiée. Donc à terme, on aura inévitablement la même chose avec la vidéo, même si pour le moment, les réseaux vidéo sont en général dédiés et sécurisés à part.
Je vous rappelle aussi que dans les switches PoE, mais dans les switches en général, à partir des 11, des 12 ou des 15-10, pour les smart, sont intégrés des intelligences types qui permettent de faire du provisioning de postes voix sur IP en fonction des OUI, c'est-à-dire des 6 premiers caractères, enfin, des 3 premiers couples de caractères des adresses MAC, pour déterminer que, ici par exemple, 00413 sont les OUI des téléphones SNOM, Yealink a aussi son propre OUI ou plusieurs OUI différents. Donc on sait pertinemment que ce qui arriverait sur le réseau, puisque l'adresse MAC est ce qui constitue même le cœur du fonctionnement d'un switch, ce qui va arriver sur le réseau avec cette OUI ou ce début d'adresse MAC est nécessairement un poste de téléphonie de marque X. Donc je peux, si j'active cette intelligence au niveau du switch, je peux automatiquement basculer ces téléphones, puisque je sais que ce sont des téléphones, dans un VLAN sécurisé avec la bonne qualité de service, indépendant du VLAN data, et qui va faire en sorte que la voix fonctionne très bien. Et puis parce que c'est mieux de le voir en fonctionnement, on a depuis très longtemps fait des petites FAQ qui vous expliquent justement comment on paramètre ça. Alors, une case à cocher, un VLAN créé, on récupère les OUI des postes et on active une détection automatique sur tous les ports, ce qui permet de manière, quel que soit le port sur lequel vous allez brancher un téléphone, le découvrir. Et puis il se peut qu'il y ait un peu de paramétrage à faire au niveau du téléphone, notamment s'il intègre lui-même un switch. Et on explique ça ici avec des postes SNOM ou avec des postes Yealink notamment. Mais c'est vrai pour n'importe qui, hein. De toute façon, un téléphone reste un téléphone. On a fait la même chose pour les systèmes de vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'on repérait les flux de vidéos pour les mettre de manière sécurisée. Donc c'était ce qu'on appelle l'autosurveillance VLAN, pour les mettre de manière sécurisée, caméra et enregistreur ou VMS, dans un réseau dédié. On va un tout petit peu plus loin maintenant. Alors il y a une vidéo de démonstration en anglais qui est assez bien foutue, qui a été faite par nos collègues taïwanais, qui montre vous savez, un train qui tourne avec une caméra sur un switch sur lequel on n'active pas l'autosurveillance VLAN et une caméra sur un switch sur lequel on active l'autosurveillance VLAN. Et puis on va volontairement mettre en rideau le réseau data avec un générateur de flux. Il s'avère que celui des switches qui a mis en œuvre l'autosurveillance VLAN, la caméra va continuer de fonctionner sans arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frise d'image. Par contre, de l'autre côté, le réseau et le switch est complètement saturé parce qu'il n'est pas physiquement protégé de cette surcharge réseau et la caméra se fige. Et dès qu'on déconnecte ce générateur de flux, ça fonctionne bien. Ça démontre tout l'intérêt de segmenter logiciellement les réseaux et ça prouve bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux switches différents, mais qu'on peut très bien le faire avec un seul et même matériel, comme il n'est pas nécessaire d'avoir deux serveurs différents et qu'on peut très bien, en virtualisant, faire la même chose avec un serveur correctement dimensionné. On va un peu plus loin même maintenant avec les systèmes de vidéosurveillance, puisqu'on repère les périphériques on-vif, et on a même développé, alors initialement sur la série des DGS 1100, des interfaces dédiées à la vidéosurveillance, notamment pour faciliter la maintenance. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un dysfonctionnement ici PE sur cette caméra, la liaison est rouge. Ça veut dire qu'a priori, j'ai un dysfonctionnement quelque part. Je peux arrêter ou redémarrer une liaison PE par un simple clic sur le port ici euh, pour couper l'alimentation électrique et la redémarrer. Tout ça à distance. Je peux avoir une visu de ma consommation électrique en temps réel. Je peux avoir une visu de la bande passante utilisée en temps réel, enfin mis à jour toutes les 30 secondes sur mon système de vidéo. Et on l'avait mis uniquement sur les DGS 1100 initialement parce que justement, les installateurs de vidéosurveillance ont ou avaient tendance à mettre ces caméras sur un réseau à part. On a porté ces interfaces dans des mises à jour récentes des firmware et des mises à jour récentes des matériels sur tous les DGS 1210 et sur tous les DGS 1510. C'est-à-dire que toutes les séries des Smart Switch aujourd'hui récentes peuvent intégrer ce nouveau firmware qui va permettre d'avoir ce mode de surveillance en plus. Je dis que c'est en plus parce que vous choisissez de démarrer, enfin quand vous vous connectez au switch, vous vous connectez soit
sur son interface traditionnelle, soit sur cette interface surveillance vraiment dédiée à la vidéo. Et si on a choisi de le pousser sur les 12 et les 15, c'est bien parce que de plus en plus, les caméras sont intégrées sur les mêmes réseaux que la data et la voix. Un exemple basique, mais qu'on fait ou qu'on a vu faire depuis quelque temps maintenant, c'est que vous avez des téléphones qui ont des écrans qui sont de plus en plus haute définition et de plus en plus haute qualité, qui sont une vraie extension de votre poste de travail, sur lesquels ça a un intérêt d'afficher les flux de vidéos, notamment de ce qui se passe sur la porte d'entrée, parce que vous pourriez déclencher une gâche électrique à partir de votre téléphone en appuyant sur une touche. Bon, si vous n'avez pas un déport d'image de la caméra sur votre téléphone, parce que la caméra elle est sur un réseau à part, complètement isolé, ça n'a pas de sens. Donc de plus en plus, les systèmes de vidéosurveillance migrent sur les mêmes switches que la voix et que la data. Donc, comme on a toujours les mêmes problématiques de maintenance sur les systèmes vidéo que quand ils étaient sur des réseaux séparés, on a intégré cette interface de maintenance aussi sur les 12 et aussi sur les 15. Voilà, comme ça j'en ai fait un tour, Pierre, et tu sais que j'ai l'habitude de déborder allègrement sous le créneau que tu me donnes, mais c'est pas grave. J'en ai fait un tour de la technologie, de son évolution, des périphériques, des choix de l'offre, de la classification des smart switch, de l'attention qu'il faut justement donner à tout ça. Et si vous avez des questions, eh bien, écoutez, la porte ou les micros sont ouverts et je suis à votre écoute, évidemment. Merci Luc pour la En présentation. Mais prie. écoute, je te propose de rester sur ton fichier le temps que les différents participants qui nous écoutent puissent rédiger leurs questions. Donc je vous rappelle pour cela, vous avez un petit onglet dans le panneau de connexion là du webinar qui vous permet de saisir votre question, vous l'envoyez, puis si vous en avez, évidemment on vous donne la parole pour échanger avec Luc. Avant de passer à la partie questions, s'il y en avait, puis de éventuellement te donner un petit peu de temps pour parler de l'actualité des links à venir. Quelques éléments. Tu as parlé de la partie câblage qui était super importante Oui, quand on parle de PoE. Donc évidemment, chez ACTN, on dispose d'une offre qui s'appelle NGC, sur laquelle en fait vous allez retrouver cordon, câble et toute la partie connectique qui est donc accessible auprès d'ACTN sur le site. Vous verrez notamment toute la partie spécification, les différents niveaux de blindage et de catégorie. Donc effectivement, rapprochez-vous d'ACTN pour avoir toutes ces informations. Je vous donne l'info également que le prochain catalogue NGC arrivera d'ici la fin du mois de juin. Donc vous aurez tout un tas d'explications, notamment sur ces différents niveaux de câblage, donc à suivre d'ici la fin du trimestre. sans en faire trop et sans vouloir en rajouter, c'est réellement important. Euh, à peu près un switch sur deux, enfin, qui revient d'un environnement professionnel, qui a été déclaré en panne et qu'on échange, est toujours fonctionnel. Parce que le problème, c'était pas le switch, le problème, c'était le câble.